Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce matin au Contrepoint, une nouvelle séance des Contrepoints de la santé. Nous allons avec Philippe Leduc, bonjour Philippe, et Renaud Degas, parler des soins de premier recours, autrement dit des soins primaires en France et qui concernent à la fois les médecins généralistes au premier chef, mais aussi évidemment les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les soins dentaires et ceux assurés par les orthophonistes ou les psychologues. Comme tels, ils sont cités d'ailleurs par le rapport qui sera au centre de nos conversations, notamment le rapport récent de la Cour des comptes qui vient de publier ce 13 mai dernier, il y a quelques jours, un rapport sur la dégradation progressive et certaine de ces soins depuis 20 ans. Il faut dire que ce n'est pas réjouissant. L'actualité est marquée aussi évidemment par la convention médicale, la signature de la convention médicale, dont dans quelques heures, peut-être même dans quelques minutes, par les signataires de cette convention ce jour. Et c'est un moment, je crois, on peut le dire, important, à la fois pour les professionnels de santé, évidemment, pour les pouvoirs publics, pour les médecins, pour les soignants d'une manière générale, et surtout ce qui compte essentiellement pour les patients. Le constat, je reviens au rapport de la Cour des comptes, le constat est sévère sur les soins primaires concernant un sujet érigé pourtant depuis longtemps en priorité. Délais moyens, nous reviendrons, la part des patients sans médecin traitant, des délais moyens très longs qui se rallongent, et ces médecins traitants qui d'ailleurs ne prennent pas de patients, etc. Nous allons débattre de toutes ces questions avec Véronique Amaillon. Nous sommes très heureux de vous accueillir, madame. Vous êtes la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes. Et vous avez donc l'auteur, un des auteurs des autrices en tout cas, de ce rapport. Franck de Vulder, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, donc un des signataires, nous pensons, cet après-midi, sauf surprise. Nous allons être diffusés à 18h30, donc nous verrons si, puisque je vous le rappelle, cette émission est enregistrée ce jour, 4 juin. Daniel Guillerme, bonjour, vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers, la FNI. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et David Guillet, vous êtes le président des communautés professionnelles territoriales de santé, pour celles et ceux qui nous suivent, qui suivent ces questions, les CPTS. Cette émission donc a été enregistrée ce mardi 4 juin, en matinée à la Villa M. Et je remercie évidemment, comme il se doit, nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision. Et Philippe va nous faire le premier constat. Merci Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les soins de premier recours, c'est un sujet hyper important et qui concerne, comme nous le dira tout à l'heure Odile Peixoto dans le sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé, quasiment tous les Français dans les 6 derniers mois, 94%, et les Français disent qu'ils ont, pour 60% d'entre eux, des difficultés à avoir un rendez-vous et à avoir des soins de premier recours, même si finalement, après quelques difficultés, ils y arrivent. Alors, le sujet est particulièrement important parce qu'il s'agit du premier contact avec les systèmes de soins. Et donc, s'il y a des insuffisances dans ce premier contact, ça met en péril l'ensemble du système de santé, en particulier les urgences, on le sait bien, l'engorgement des urgences, et aussi la prise en charge des pathologies chroniques qui ne sont pas forcément bien prises si on a des difficultés. Alors, la Cour, comme l'a dit Pascal, note que les aides ne manquent pas, mais se révèlent, alors j'ouvre les guillemets, inefficaces, si on en juge par leur faible impact, des aides qui ont été rajoutées depuis 20 ans régulièrement, et la nouvelle convention, on en a parlé, entre les médecins libéraux et l'assurance maladie qui est signée ce mardi, en fait, il n'y a pas vraiment de mesures très importantes pour enrayer ce déclin. Donc, l'importance de ce sujet. Il y a des forfaits pour les consultations avancées, il y a des aides à l'installation, mais ça risque pas de révolutionner l'accès aux soins de premier recours. Alors, votre rapport, madame, est très, très intéressant parce que c'est un rapport des cours régionales de la Cour des comptes, donc en Occitanie, en Pays de la Loire et en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est une plongée très précise, très intéressante sur les difficultés. Alors, première question, on va faire un petit tour de table rapide. Quand vous avez lu ce rapport, quand vous avez constitué ce rapport, madame, est-ce que vous avez été surpris, parce que votre président, le premier président, Pierre Moscovici, a eu des propos devant la presse, très, très sévères, disons, depuis 20 ans, ça s'aggrave, depuis 20 ans, on n'y arrive pas, les aides ne sont pas efficaces. Quelle conclusion tirez-vous d'entrée de jeu ? Avant de tirer des conclusions, nous faisons un constat. Et le constat est effectivement, on peut le qualifier de sévère, mais c'est la situation qui est réellement problématique.
donc appuyé sur un certain nombre de données chiffrées, nous faisons ce constat d'une situation qui ne s'est pas améliorée en dépit de nombreux outils qui ont été mis en place. Et ça, nous insistons là-dessus aussi, c'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, les lois successives qui traitent de la santé enrichissent la boîte à outils d'un certain nombre d'outils nouveaux pour essayer d'enrayer le phénomène de la difficulté croissante de l'accès aux soins de premier recours. Et en dépit de ça, on voit une situation qui s'aggrave et surtout avec des inégalités qui se creusent entre les territoires. Et ce que nous disons notamment, c'est des outils, c'est bien. Et chaque outil, pris indépendamment des autres, peut être pertinent. Mais si on n'a pas une stratégie globale, une vision globale, une politique structurée avec des objectifs quantifiés et des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus, on n'obtient rien. Surtout que vous le dites, la situation naturellement va s'aggraver parce qu'il y a une augmentation du vieillissement et une augmentation des personnes âgées et une diminution des soignants. Alors, quand même, au niveau des politiques publiques, quand même, rapidement, parce que comment se fait-il que les politiques publiques, depuis 20 ans, on se dit qu'il y a des outils, là on a les professionnels, ils réagiront, ils nous diront, mais est-ce que c'est les professionnels qui ne s'emparent pas des outils? Alors vous dites qu'il faut une stratégie globale, mais ça ne va pas tomber d'en haut, une fois de plus, des ARS. Vous dites les ARS doivent faire des diagnostics précis, etc. Pourquoi ça ne marche pas quand même? Et je rajoute, en lisant votre rapport, intéressant d'ailleurs, d'une manière générale, les rapports de la Cour des comptes, Philippe est très fidèle aux rapports de la Cour des comptes. Toujours intéressant, oui. Ils sont toujours intéressants, mais on voit ce que vous dites et on voit ce que vous ne dites pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire on voit les trous, il y a un certain nombre de choses que vous n'évoquez pas, on est très surpris quand même par ce que vous n'évoquez pas. Parce qu'on a l'impression que c'est les RS on rentrera dans le détail. Oui, si, c'est important. On a l'impression que c'est les RS, en mettant le système sous tension, qui vont résoudre les problèmes. Alors, donnez-nous, Pascal a raison, votre sentiment profond, si on veut dire. Non, c'est pas tout à fait ça. On évoque l'ensemble des acteurs et la nécessité impérieuse de faire travailler l'ensemble de ces acteurs ensemble, à condition d'avoir une stratégie coordonnée. Encore une fois, j'y insiste, mais sans vision, sans objectifs chiffrés et sans stratégie coordonnée, les outils, aussi intelligents soient-ils, demeurent en partie inefficaces. Alors je dis bien en partie, parce qu'on reconnaît qu'un certain nombre d'outils sont intéressants et commencent à porter leurs fruits. On donne quelques exemples. Les assistants médicaux qui permettent d'économiser, et ça ce sont les chiffres de la CNAM, jusqu'à 13% en moyenne pour un assistant médical à temps plein du temps médical d'un médecin. C'est une idée intelligente, il faut qu'elle se répande davantage, mais ce que nous disons, il faut surtout les cibler davantage. Parce qu'aujourd'hui, les aides au recrutement d'un assistant médical sont indifférenciées, quelles que soient les zones du territoire et les médecins auxquels elles s'adressent. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut sélectionner en fonction des territoires qui en ont le plus besoin. Parce que les cours régionales, les cours des comptes le disent bien, si les professionnels de santé ne sont pas impliqués dès le début réellement, c'est ça la difficulté un peu quand même, ça marche moins bien pour la création des CPTS, je rajoute, etc. Madame Amaillon, vous qui êtes aujourd'hui à la Cour des comptes, mais qui êtes très engagée dans la définition, ou en tout cas dans les stratégies politiques, par toutes les expériences que vous avez eues professionnelles, c'est parce qu'en réalité, l'État n'est pas capable ou n'est plus capable, à cause de lui-même ou des professionnels de santé, de bâtir de vraies politiques. Est-ce que c'est une question de science politique? Et de les évaluer. Oui. Non, mais on pousse un peu parce que c'est vraiment le sujet. Non, moi, je ne veux pas généraliser sur les politiques de l'État, sur cette politique-là. Oui, vaut mieux. On peut dire qu'il n'y a pas une politique, encore une fois, mais un certain nombre d'outils rassemblés dans une grande caisse à outils, mais sans politique coordonnée et définie d'une part et coordonnée d'autre part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination entre les acteurs. Heureusement, on voit se développer, et c'est indispensable, et c'est beaucoup plus développé chez nos voisins européens qu'en France. Mais madame, vous avez vu comme c'est difficile cette convention médicale, on va en parler avec nos amis, et en particulier avec De Vulder, mais c'est tellement compliqué. Alors rien sur la formation des médecins dans votre rapport, ça m'a beaucoup surpris. Alors, ce n'est pas du tout une autocensure de la Cour, c'est qu'il fallait délimiter aussi le périmètre de notre enquête, qui était déjà une enquête très longue, très lourde, avec effectivement la participation des chambres régionales des comptes, vous l'avez dit. Oui. Donc voilà, on a exclu la formation médicale. Alors ce qui est très intéressant, Pascal, pour rentrer dans ce jeu, au-delà peut-être de la formation, c'est que d'un territoire à l'autre, ça varie énormément. Les cours régionales le montrent bien. Alors, il y a un élément, c'était les CPTS, les communautés territoriales de santé, qui étaient vues comme
vraiment l'outil permettant de coordonner, de coopérer entre les différents professionnels de santé en relation avec les ARS, créé par Marisol Tourelle, amélioré par Agnès Buzyn. Alors vous êtes président des CPTS, la Fédération des CPTS. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place un système de premier recours? Ça fait partie des soins non programmés, de vos priorités socles. Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est la relation. Non, ne pose pas de questions après la mienne. Je voulais dire que Madame Amaillon et enfin ont été plutôt gentils avec les CPTS, c'est pour notre ami David Guillet. Ça dépend beaucoup des territoires. Oui, plutôt gentil, mais enfin, quand on lit entre les lignes, c'est pas si gentil que ça. Il n'y a que 30% des médecins qui sont adhérents à une CPTS. Donc, alors pourquoi les CPTS n'ont pas réussi à faciliter les soins de premier recours en collaboration avec une politique coordonnée de l'État? Merci déjà pour l'invitation et cette excellente émission. En fait, pourquoi les CPTS n'ont pas réussi? Moi, je voudrais faire Attendez la fin, David Guillet. Il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais déjà faire un constat de cette dynamique CPTS. N'oublions pas le discours de politique en santé du président Macron et l'émergence des CPTS, avec cette première CPTS qui signe son accord conventionnel fin 2019. On est grosso modo 4 ans après cette première signature. Il y a eu un épisode de crise sanitaire qui a un peu ralenti finalement la dynamique des CPTS. Je parle d'un point de vue administratif, parce que nous, sur le terrain, il y a eu une dynamique de coordination transversale. Et le constat au jour d'aujourd'hui, c'est quand même 800 CPTS à différents stades d'avancement sur la couverture nationale pour 84% de la population. À différents stades d'avancement, vous l'avez dit, il y en a qui marchent bien, il y en a qui ne marchent pas du tout. Tout à fait, mais ça c'est comme mais sur les soins de premier recours, J'y viens. 555 ont signé quand même un accord conventionnel sur ces 800. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique, c'est-à-dire... Accord conventionnel, ça veut dire... Accord conventionnel interprofessionnel, c'est-à-dire qu'on contractualise avec l'assurance maladie et l'agence régionale de santé sur un projet de santé territoriale qui vise à améliorer l'accès aux soins pour la population. Et c'est là le sens de mon propos, justement, sur ce sujet de soins primaires. C'est quand est-ce qu'on aura le courage politique de rendre un système lisible pour les patients. Au jour d'aujourd'hui, le maillon manquant, c'était en effet l'échelle territoriale, les CPTS, tout le monde le dit. Laisser autant aux CPTS d'exister et d'avoir cette culture de l'accès aux soins premiers, parce qu'il faut 5 à 7 ans à une CPTS pour produire quelque chose. On n'est pas rendu alors? On n'est pas rendu si pour les premières, mais on le voit bien, il ne faut pas non plus tout attendre de l'État. Pourquoi 5 à 7 ans? Pardon? Pourquoi 5 à 7 ans? Pourquoi 5 à 7 ans? Parce que c'est assez nouveau. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation médicale, mais on pourrait le prendre pour l'ensemble des professions de santé. On a une formation qui est en silo, qui a peu de transversalité dans les approches. Et du coup, c'est une culture nouvelle pour nous, professions libérales, d'avoir à périmétrer un ensemble de facteurs dans l'exercice de nos fonctions. Et il n'y a pas une petite déception quand même sur les CPTS? C'était une des priorités, c'était les soins non programmés. Donc on n'a pas l'impression qu'on voit des effets massifs. Je vous donne un exemple concret, parce qu'on parlait des 5-7 ans. On est beaucoup plus tolérant parfois avec l'hôpital public. Mais en tout état de cause, je ne suis pas là pour taper sur l'hôpital public. On va y venir un jour à l'hôpital public. Sud-Ouest mayennais, 700 créneaux par semaine de soins non programmés pour une population de 20 et quelques mille habitants. C'est-à-dire un peu plus de 100 créneaux par jour et par semaine. Moi, je trouve que c'est déjà une belle prouesse. 99% des médecins adhérents et un hôpital de proximité qui fonctionne grâce à la CPTS. Pour moi, c'est ça, la valeur ajoutée de la CPTS. On est sur des sujets d'accès aux médecins traitants, de population fragile, de l'aller vers. Venez en fait dans notre territoire, on vous invite à voir ce que peut produire une CPTS. Ça, c'est un exemple qui fonctionne. Les CPTS qui ne fonctionnent pas, je pense qu'il ne faut pas en faire le procès, mais je pense qu'il faut aller voir pourquoi telle ou telle zone est restée blanche, pourquoi telle ou telle zone a moins de dynamique. Parfois, c'est des histoires de personnes, parfois des histoires d'organisation. Il ne faut pas les critiquer, mais enfin, vous avez un rapport de la Cour des comptes qui les critique. Donc, et on est là pour ça ce matin. Je ne dirais pas qu'elle est critique, je dirais qu'elle met en avant des manquements, certains, qui existent, du fait peut-être de leur jeunesse et du fait encore finalement du manque d'investissement des professionnels dedans, parce qu'elles ne sont peut-être pas compris. Et vous confirmez qu'un patient, parce que c'est quand même la question de Philippe, un patient, il veut avoir accès à une CPTS, il ne peut pas. En fait, quasiment la CPTS, c'est... Non, mais ce n'est pas le but non plus. Mais là, parce que vous disiez, il faut donner la lisibilité vis-à-vis des patients, ce que veut dire Pascal. En fait, c'est les CPTS, c'est pour que les professionnels de santé s'organisent, ce n'est pas pour les patients. Enfin, quand vous êtes organisé et structuré, finalement, l'accès pour le patient est facilité. Oui. Et moi, j'aimerais en fait il y a un problème de graduation de l'accès aux soins. Premier recours, second recours, troisième recours. Si chacun fait son boulot à différents étages, je vous assure qu'il y a une fluidification des parcours qui s'organise.
Moi, les patients du territoire duquel j'exerce, comme bien d'autres CPTS en fonctionnement, il y a une lisibilité d'accès qui est beaucoup plus fluide. D'accord. Quand c'est Alors, structuré et alors expliqué. justement, sur les premiers recours, les infirmiers, il y a un vrai débat. Il y a une redéfinition des missions des infirmiers en cours avec le ministre. Est-ce que les infirmiers jouent leur rôle? Est-ce que ça va changer, l'infirmier référent, l'accès direct à un infirmier remboursé par la Sécu? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les infirmiers sont à la hauteur de l'enjeu? C'est pour vous provoquer un peu, là. Alors, l'auteur de l'enjeu, je ne sais pas, mais en tout état de cause, moi je partage les constats qui ont été faits, et puis enfin, le rapport a le mérite de mettre en relief les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est quoi? C'est on met à disposition des acteurs, quels qu'ils soient, quel que soit le secteur, des ressources, sans garantie de résultat, sans mesure d'impact. Donc ça, déjà, ça a le mérite, en tout cas, de le mettre en relief. Maintenant, on est dans un contexte assez spécifique. On parle de transition épidémiologique. On voit très bien qu'il y a un accroissement naturel de la population avec un vieillissement couplé à l'explosion des maladies chroniques. On ne refait pas le débat. Mais on a un mur devant nous. Donc c'est comment on fait. On sait le temps qu'il faut pour former des médecins. En attendant, on fait quoi? Donc nous, on n'a pas le... Enfin, on ne va pas se considérer comme l'ultime solution. Vous n'avez pas la baguette magique. On n'a pas la baguette magique. Ce qu'on dit très clairement, c'est qu'on peut être une partie de la solution, et une partie de la solution en augmentant en tout cas des prérogatives au niveau de la profession. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une réingénierie de notre diplôme. Cette réingénierie va aboutir à une loi infirmière qui est promise en tout cas avant la fin de l'année. On va avoir de nouvelles prérogatives, on va avoir un accès direct sur une partie de l'activité. On parle de consultation infirmière, ce qui était un terme qui donc, était... accès direct, ça veut dire remboursé par l'assurance maladie. Remboursé par l'assurance maladie. Alors après, c'est des négociations avec l'assurance maladie, ça c'est autre chose. Mais en tout cas... Pour le patient, c'est important, sinon il n'y a pas d'accès direct. Absolument. Et oui. vous ne citez pas les IPA, c'est bizarre. Alors, je vais vous parler des IPA, et je vais vous dire pourquoi je vais vous parler des IPA. Les IPA sont un exemple qui illustre complètement ce que le rapport de la Cour des comptes a mis en exergue. On a créé des IPA, le législateur est resté au milieu du gué, c'est-à-dire on va garder des IPA sous tutelle médicale et on va donc mettre en place des mesures conventionnelles pour qu'elles s'installent en ville. Nous, ce qu'on avait demandé en tout cas à la fédération, c'est que ces IPA aillent sur les territoires où il y avait des besoins. Résultat des courses, on n'a pas été entendu. Donc des IPA pouvaient s'installer partout, y compris là où il n'y avait pas de besoin réel. Parce que aujourd'hui, la mesure est morte. Aujourd'hui, la mesure est morte. Là, c'est un enterrement de première classe. Aujourd'hui, de la FNI, c'est incroyable. Non, mais attendez. Quand je vous dis que la mesure est morte, je n'enterre pas la profession. Ce que je dis, c'est que l'objectif, en fait, qui était posé, ne sera pas atteint. Pas en tout cas dans ce périmètre-là. Oui, ça paraît sûr, ça. Alors, on continue le tour de table. Franck de Vullier, vous représentez les médecins généralistes comme spécialistes au sein de votre syndicat, de votre confédération. Alors, l'accès aux médecins généralistes, c'est ce dont ont besoin le plus les Français, comme nous le montrera Odile Peixoto dans son sondage. Comment expliquer cette difficulté du premier recours? Demandons-lui s'il est content, stressé aussi avant de signer la convention. Mais alors, on revient toujours à la même question, mais c'est quand même une question importante. Est-ce que les médecins ne veulent pas tout garder et pas faire de délégation de tâches, faciliter la fluidité du parcours de soins? Est-ce que ça évolue dans ce sens-là? Il est toujours facile finalement de regarder derrière soi en disant on aurait dû, les politiques publiques auraient dû. Oui. Et permettez-moi de prendre un petit peu de hauteur, c'est ça, de carrément. Hauteur et de regarder un peu en arrière. Oui. Non pas pour regarder derrière, parce que je pense que c'est devant qu'il faut aller, mais on le sait. On sait depuis la fin des années 70 que les transitions épidémiologiques vont faire que le nombre de maladies chroniques et le nombre de patients sous maladie va exploser. On ne peut pas tenir ni les Français ni les médecins responsables des politiques publiques qui ont conduit à passer de 7000 étudiants en médecine formés en fin des années 70 à 3000. D'accord, mais maintenant on va regarder vers l'avenir. Alors. Oui. Comment faire en sorte que les médecins participent à cette nouvelle organisation des soins de premier recours? Oui, bien sûr, mais on le sait. C'est un point important. La deuxième chose, c'est, puisque vous faisiez mention de la Convention, il y a eu 2 épisodes dans ces 18 mois de négociation finalement. Il y a eu un premier épisode avec une lettre de cadrage qui disait on va contraindre les médecins dans un engagement
territorial, ce contrat d'engagement individuel, ça vous n'avez pas voulu. Ça a été refusé par l'ensemble des syndicats médicaux. Et puis on a une deuxième lettre de cadrage qui a été faite par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui mettait en avant l'attractivité du métier de médecin. Et ça, c'est un point du métier de médecin libéral. Pourquoi l'attractivité et pourquoi est-elle nécessaire ? En 2-3 chiffres. On parlait des urgences tout à l'heure. Chaque jour en France, il y a 50 000 passages aux urgences. Chaque jour en France, il y a 1 million de consultations faites par un médecin généraliste et il y a 1 million de consultations faites par un autre médecin spécialiste. Sans parler des pharmaciens. Permettez-moi encore 2 autres chiffres. En 10 ans, rapport du Conseil national de gestion, qui est une agence d'État, le nombre de créations de postes de praticiens hospitaliers plein temps, je sais bien que tous ne sont pas pourvus, c'est plus 13%. Et dans cette même décennie, le nombre de médecins libéraux a chuté de 12%. Donc, et les généralistes, combien ? Pardon ? Et les généralistes, on est dans la même proportion. On est dans la même proportion. 10% et donc, et donc, en fait, finalement, le constat qu'il faut faire, c'est l'attractivité. Pas comment on va faire pour faire travailler plus ceux qui sont aujourd'hui installés. Et donc, non, c'est les faire travailler différemment. Oui, mais on est d'accord. Mais on ne peut pas les faire travailler plus. Ils sont à plus de 50, 55 heures par semaine. Oui. Donc, il faut faire la délégation de tâches que ce que vous ne voulez pas faire. Mais c'est faux. Mais il faut surtout les attirer. Je suis désolé. Il faut les attirer. Permettez-moi de m'étonner de voir que j'ai des confrères généralistes qui soient praticiens hospitaliers ou salariés dans un établissement de santé privé de la même façon, alors que le rôle du médecin généraliste, à mes yeux, c'est d'être médecin de famille, c'est d'être médecin traitant. Ce qui compte, c'est ce que la Convention, maintenant, elle est signée. On peut regretter que vous ayez peut-être refusé des responsabilités territoriales. Cela étant, maintenant, vous allez signer dans quelques heures. Théoriquement, c'est ça, vous confirmez, oui. Vous confirmez. 17 heures. À 17 heures. Oui, bon, alors vous Pour êtes 5 syndicats sur 6. Voilà, alors attendez, 5 syndicats sur 6. Oui. Et alors, le bloc et spécialistes, ils vont signer. Oui. Ils vont signer. Oui. L'annonce a été faite quand ? Hier soir. On sait depuis vendredi soir que la convention sera signée. Pourquoi ? Parce que on sait que vous allez la signer, le SML aussi. On sait que pour signer la convention, il faut 30% de représentativité. Mais que va faire les spécialistes et le bloc, s'il vous plaît ? Ils vont signer. Ah oui, donc vous ne le savez pas. Ouais. Vous n'êtes pas sûr. Alors Pascal, pour avancer, oui, mais la convention, c'est un élément très important. Vous allez la signer. Attendez, justement, on va s'inscrire dans le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes parle de projets territoriaux d'organisation des soins de premier recours. C'est votre avec ça va résoudre les problèmes. Alors, dites-nous-en un peu plus. Comment vous voyez ces projets territoriaux d'organisation des soins de premier recours ? Parce que pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que propose la Cour et comment réagissent les professionnels ? C'est une des mesures, mais pour répondre effectivement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de cap et l'absence de pilotage. Et s'il faut un cadrage national avec des objectifs nationaux, il faut que tout ça soit mis en place au niveau territorial, et d'où l'idée d'avoir une organisation, territoriale. Ça, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ça vient d'en haut et que les professionnels, les soignants, ça ne marche pas avec eux. Alors comment ce projet territorial d'organisation des soins de premier recours... On ne peut pas dire que ça ne marche pas avec eux, je ne suis pas d'accord. On a beaucoup de territoires où les choses fonctionnent bien, on a des CPTS qui fonctionnent, d'autres pas, ça vient d'être dit. On a des maisons pluriprofessionnelles de santé adossées à d'autres acteurs de santé sur le territoire. On a des tas de choses qui fonctionnent et puis d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ce qu'il faut, c'est ne pas laisser chacun des acteurs organiser comme il le sent et en fonction de son objectif à lui, les soins de premier recours sur un territoire. Il faut que chacun se coordonne, enfin que l'ensemble soit coordonné et au service d'un objectif qui soit partagé. C'est tout ce que nous disons. Et ça, c'est l'ARS qui peut faire en sorte sur le territoire, non, il faut au niveau des départements un aussi. niveau plus fin que celui de l'ARS. Oui. C'est-à-dire que oui, l'ARS doit piloter, mais après, c'est bien au niveau départemental que doivent s'organiser les soins de premier recours et ensuite décliner sur chaque territoire, bassin de vie ou CPTS. Et là, c'est bien à ce niveau-là que vous adhérez à ce schéma d'organisation ? Est-ce que vous pensez que ça va permettre d'améliorer les soins de premier recours ? Moi, je pense que l'objectif doit être partagé, j'en conviens tout à fait. Je pense en revanche qu'il faut laisser la liberté de l'organisation dans les territoires. Aujourd'hui, je m'étonne que le médecin spécialiste que je suis, on parle premier recours, mais il en va de même pour les médecins de deuxième recours, parce que l'un ne marche pas sans l'autre. Vous ne trouverez pas aujourd'hui dans les territoires où il n'y a plus un médecin généraliste, un jeune généraliste qui s'installe, si autour de lui, il n'y a pas de cardio, il n'y a pas de pneumo, il n'y a pas de néphro, il n'y a pas de gastro, parce qu'il se dit qu'il va devoir tout gérer de A à Z.
Quand aujourd'hui vous voulez créer une équipe de soins spécialisés, idée qui est née à la CSMF il y a quelques années sous la présidence de Jean-Paul Ortiz, qui est là avec nous aujourd'hui, quand vous voulez créer une équipe de soins spécialisés, c'est 2 ans d'un parcours de combattant infernal avec les ARS. Faisons jouer aux ARS et aux URPS, qui sont le pendant de l'organisation de la ville, finalement, le rôle d'une politique du aller vers. Identifions là où il reste quelques généralistes, 2 cardiologues, et regardons comment on peut améliorer leur quotidien. Je pense qu'on aura fait un grand pas si c'est ça, avec le même objectif. Comment vous réagissez au niveau des CPD et puis madame aussi? Parce que sur les ARS, on ne peut pas laisser passer, Franck de Vulder, que d'une manière générale, le constat, c'est que les agences régionales de santé ont peu de pouvoir sur la médecine libérale et que vous ne les avez pas nécessairement poussées, pas vous directement, mais enfin, les médecins libéraux en particulier n'ont pas beaucoup poussé à ce que les ARS rentrent dans la médecine libérale. On ne va pas revenir sur une période qui a été dure pour tout le monde, qui est celle du Covid. Non. Mais un peu quand même. Il y a un truc qui a marché pendant le Covid. Oui, mais c'est particulier. On a pris c'est particulier, mais on a pris l'épidémie dans la figure partout dans le monde. Ce qui a marché, c'est que, je ne dis pas qu'il ne faut pas une organisation, madame, mais j'en conviens, c'est qu'on a trouvé une agilité entre professionnels de santé, de tout métier. Alors, médecins, infirmiers, infirmières anesthésistes, kinés, tout le monde s'est organisé pour faire face. Justement, c'est important sur l'agilité. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, puis madame, vous répondrez, parce qu'on est au cœur de la relation, en fait, entre État et professionnels de santé. Et on veut parler des aides aussi. Oui, les aides, absolument. Alors, je ne vais pas reprendre un terme médical, mais pour être agile, il faut faire un diagnostic, et puis il faut évaluer. Nous, le diagnostic, on le revendique en tant que Fédération nationale des CPTS sur ce sujet d'un observatoire annuel par CPTS des installations ou des installations des professionnels. C'est-à-dire une évaluation annuelle où on remettra des données publiques, où on pourra dire quelle est l'évolution du nombre de médecins, d'infirmiers, de kinés ou que sais-je, et comment ils s'installent, comment ils travaillent. Ça, c'est une revendication de la Fédération nationale, puisque pourquoi vous ne le faites pas, là? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que déjà, il faut qu'on en ait l'autorisation. Ensuite, on le fait parce qu'il nous faut des moyens. On dit que les CPTS ont des moyens, mais finalement pas tant que ça. D'accord. On va reparler tout à l'heure du verrage préventif, mais je donnerai des chiffres. Cette évaluation annuelle permettra quoi? Avoir de la réactivité, travailler sur des sujets d'attractivité. Territoire par territoire. Mais bien sûr, travailler sur des sujets d'attractivité et pouvoir de manière, et encore une fois, j'utilise ce terme très transversal, comme l'a dit Franck de Vulder, se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que ce qui est vrai en Mayenne n'est pas forcément vrai dans le quartier nord de Marseille, et que sais-je. Daniel Guilhem, qu'est-ce que... Je termine juste. Je pense qu'il faut ce cadre national, parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Et vous adhérez au rapport de la Cour des comptes? J'adore au fait qu'il y ait un cadre national. Par contre, il faut qu'il y ait une agilité territoriale. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Mais avec les pouvoirs publics. Mais bien entendu. Mais de toute façon, on ne va pas aller contre le sujet des pouvoirs publics. Non, mais il faut travailler ensemble. Mais travailler ensemble, c'est-à-dire laisser l'agilité aux professionnels de santé, en fonction des diagnostics qui sont faits, la capacité de s'organiser et de proposer. Je termine juste là-dessus. L'article 51, qui était soi-disant des initiatives de professionnels, mais finalement, c'est une catastrophe, parce que l'État a repris la main sur ce sujet. On a des rapports qu'il faut 100 pages, il y a des évaluations, il y a des données à produire, et finalement, peu aboutissent, parce qu'on n'a pas laissé cette liberté d'action. Et puis les professionnels ne veulent pas que ça soit introduit dans la Convention en plus. Alors peut-être Daniel Guilhem pour faire le tour des soignants, puis on vous écoutera, madame. Oui, moi, s'il y a quelque chose que je partage, c'est le fait qu'aujourd'hui, les ARS sont sur des indicateurs quantitatifs. C'est-à-dire qu'on leur demande effectivement de couvrir les territoires de CPTS avant de se demander, dans un premier temps, s'il vaut mieux aller sur tel territoire ou sur tel territoire plutôt qu'un autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a des problèmes de granularité de ces indicateurs. C'est-à-dire qu'on est sur du macro, il y a des objectifs qui descendent, on le sait très bien, de la DGOS vers les ARS. On leur dit, couvrez-nous le territoire de CPTS. 4000 maisons de santé dans quelques années, tant d'assistants médicaux, etc. On n'est que sur du quantitatif. Et tant qu'on restera sur du quantitatif, il n'y aura pas de pilotage. Aujourd'hui, non, mais il faut bien des indicateurs, c'est ce que préconise la Cour des comptes. Mais pas que quantitatif. Il faut, et je partage ce qu'a dit la Cour des comptes, c'est mettre en place des indicateurs qualitatifs. Je prends un exemple sur les aides. On parlait des aides tout à l'heure. On a un territoire qui est quand même qualifié. On a des ZIP, on a des ZAC. 75%, c'est la Cour des comptes qui le dit, 75% du territoire
est concerné par une des aides qui concerne ces deux secteurs. Or, aujourd'hui, en France, on sait qu'il n'y a que 6% de territoires qui nécessiteraient en fait des investissements un peu plus importants pour régler des problèmes d'accès extrêmement prégnants auprès de populations précaires. Et ça, on le sait, mais c'est pas fait. D'accord. Alors, Donc il y a un problème d'indicateurs. D'accord. Madame, parce que les indicateurs, c'est très important pour la Cour des comptes. Oui, mais je précise. Ce que nous critiquons, ce sont les indicateurs actuels qui sont des indicateurs de moyens. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut des indicateurs de résultats. De moyens, c'est-à-dire les moyens qu'on met sur les territoires. Voilà. Oui. Exactement. Ce que monsieur vient de dire, 4000 CPTS, 4000 maisons MSP, maisons de santé pluriprofessionnelles à l'horizon 2027. Voilà, ce sont des indicateurs quantitatifs de moyens. Et nous disons qu'il faut des indicateurs qui mesurent les résultats. Parce que là, on est à l'aveugle sur les résultats et c'est très difficile d'arriver à obtenir des données agrégées, homogènes et comparables. Comment faire sur les résultats. Sur les résultats. Je voudrais quand même revenir 2 secondes, si vous permettez, sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la liberté qu'il faudrait laisser aux professionnels de santé sur place de s'organiser comme ils le souhaitent. Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut laisser une flexibilité aux acteurs de terrain pour s'organiser. Eux seuls connaissent parfaitement le terrain et sont à même d'apporter une réponse aux besoins qu'ils identifient sur le territoire. Mais, parce qu'il y a un mais, si on laisse faire sans cadrage général, sans orientation, on obtient des aberrations. On l'a vu dans l'instruction de ce rapport de la Cour des comptes. On a vu, par exemple, des petites villes ou villages qui se dotaient de leur maison de santé, de leur centre de santé, sans savoir sans regarder le fait qu'à 10 km de là, l'autre village s'était doté lui-même d'un centre de santé. Et tout ça a un coût. Et un coût public. Donc c'est pour ça qu'on parle de coordination. Et je donnerai un autre exemple. C'est aussi parce qu'on laisse faire les acteurs sans cadrage, sans orientation générale, qu'on obtient des territoires qui sont des déserts médicaux, pour reprendre une terminologie plutôt de journaliste, mais très sous-dotés en professionnels de santé, avec des vraies difficultés d'accès aux soins, et qu'à côté, à quelques kilomètres de là, on peut avoir au contraire des zones surdenses. Et ce que nous disons, c'est que il faut introduire une forme de conventionnement sélectif. C'est-à-dire le mot est lâché. Ce que nous disons exactement, c'est que l'installation, la libre installation, doit demeurer la règle. Mais quand un médecin souhaite s'installer en zone surdotée, on peut imaginer lui imposer d'exercer en parallèle à temps partiel dans un cabinet secondaire en zone sous-dense. Mais ça n'a jamais été accepté ni par les pouvoirs publics, cette proposition, ni par les soignants. Nous avons fait un certain nombre de réunions en région, même beaucoup, avec l'ensemble des professionnels de santé concernés, avec les acteurs, avec des représentants des patients, etc. Et ce que nous avons constaté, que cette mesure-là n'était pas rejetée par les médecins. Alors, ce n'étaient pas les organismes représentatifs c'était pas les syndicats, c'était les médecins de la base. Mais dans ces médecins que nous avons rencontrés, on a fait une douzaine de réunions comme ça dans les territoires, n'étaient pas hostiles à cette proposition. Oui, là, on est au cœur du sujet, en fait. Alors, on va laisser, je reparlerai des aides après. Je voudrais avoir la réponse des médecins. C'est une voie moyenne entre l'obligation, que vous ne citez pas, effectivement, l'obligation d'installation et ne rien faire. Et donc, il y a un conventionnement sélectif. C'est ce qu'avait proposé le président de la République dans la campagne électorale de 2022. Alors, c'est l'élément sélectif, mais un peu à la carte, enfin, modéré, on va dire. Vous savez, rien n'est toujours tout à fait simple, finalement. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est mon modèle d'exercice. Ça nous avait pas échappé. Je travaille en Champagne. Je suis médecin spécialiste. On est plus de 20 spécialités, pas 20 médecins, 20 spécialités différentes, à avoir maillé l'ensemble de notre antérégion et finalement de notre zone d'influence. Donc on déborde sur la région de France, sur 10 sites de consultation avancée. C'est exactement le modèle que vous décrivez. D'accord ? Donc, le président de la CSMF que je suis, je vais évidemment, pas politiquement, aller contre cette mesure-là. Mais la Champagne n'est pas la France.
Mais il y en a plein des endroits comme ça. Dans le sud-ouest, mes copains du sud-ouest vont faire de la consultation avancée à Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'ils sont installés dans le BAB. Et puis le ch'timi que je suis et le flamand que je suis, mes copains qui sont installés à Boulogne font de la consultation avancée dans l'ARP boulonnais parce qu'on ne trouve plus de toubib généralistes et spécialistes. Les généralistes de Châlons en Champagne vont faire de la consultation avancée en Argonne, au lieu de l'histoire de France, parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Je pense que c'est un bon système. C'est un bon système. Sans être critique à l'endroit des différents, les ministres, ça change tout le temps, les directeurs généraux d'ARS aussi. J'ai à peu près tout fait depuis une dizaine d'années pour que ces mesures puissent être plus incitatives, qu'elles puissent être favorisées. Ce n'est pas une critique gratuite, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, nous le faisons sur mon territoire et c'est fait dans plein de territoires, sans aucun accompagnement, sans aucune aide des ARS. Et à chaque fois qu'on a une politique de main tendue vers les ARS, quels que soient les directeurs ou directrices qui ont été nos directeurs à l'ARS Grand Est, on n'a jamais eu de réponse particulière. Donc réinventons ensemble, je suis d'accord avec vous, en se basant sur conventionnement sélectif, ça vous... Enfin, de toute façon, le train est passé. Là. Dans la convention 2024, il n'y a pas de conventionnement sélectif. Oui, on est d'accord. Le terme conventionnement sélectif, le vocabulaire va être mal vécu. Mais dire qu'un gastroentologue, qu'un radiologue, qu'un généraliste qui rejoint un exercice multidisciplinaire de groupe puisse être incité plutôt qu'obligé, tout est dans les mots, puisse être incité à ouvrir une consultation avancée. Ça bloque quand même. Ça marche. Mais non, mais ça bloque. Mais non. Non, mais ce que vous dites, c'est intéressant, parce que à certains endroits, et ce que dit madame aussi, bien évidemment, à certains endroits, ça marche, à d'autres, ça ne marche pas. Donc, on voit que ça marche partout. C'est ça l'objectif de la Cour des comptes. Comment faire en sorte que ça marche partout? C'est ça, d'avoir une méthode. Moi, je crois que l'incitation, ça marche. Je crois que la valeur d'exemple... les aides, Pascal va en parler. Toutes les aides, depuis 20 ans, n'ont pas marché pour les soins. Moi, je lis dans le rapport de madame Amaillon, elles sont fragmentées, dispersées, peu coordonnées et peu ciblées et pas évoluées. Ouf. Voilà. Je crois qu'il faut... Mais donc les aides... Non, mais vous dites on veut des aides, mais les aides, ça ne marche pas. Mais je ne dis pas qu'il faut des aides. Je dis qu'il faut inciter les médecins, les amener à pouvoir... Que veulent les jeunes médecins? Les jeunes médecins veulent un exercice de groupe, veulent pouvoir avoir un exercice partagé avec d'autres professions de santé, avec évidemment le rôle de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, ce n'est pas celui qui dirige les autres, qui est celui du rôle du médecin traitant dans le parcours de soins. Les médecins veulent ça. Apprenons à répondre à leurs demandes. Mais les infirmiers, eux, ils ne s'installent pas où ils veulent, quand ils veulent. On a nous, en fait, inscrit notre exercice conventionnel dans un conventionnement sélectif depuis 2009. Ouais. Comment ça se fait que vous avez cédé ces injonctions? C'est pas qu'on a cédé, c'est que vous l'avez fait alors que les médecins ne veulent pas? Mais c'était à l'époque quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que sur des territoires peuplés de manière égale, on avait des rapports de 1 à 7 en termes d'installation, donc d'accès aux soins. Oui. Donc on a mis en place ça en 2009. Alors j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui pour les médecins, vous n'allez pas réguler un désert, donc voilà, ça sert plus à rien. Mais à l'époque, ça servait à quelque chose, en tout cas chez nous, et ça a même été mesuré par l'adresse. L'adresse a mis en place un indicateur qu'on appelle l'indicateur Gini, qui mesure l'impact sur les flux d'installation, et ça a montré des résultats positifs. D'ailleurs, vous le soulignez dans votre rapport. Les aides chez nous, elles ont marché, chez les infirmiers et chez les chirurgiens dentistes. Donc c'est que ça fonctionne. Oui. Après, moi, il y a des positions peut-être plus dogmatiques chez les médecins qui sont liées effectivement à des mesures inscrites dans les ordonnances de 1927, puisqu'il en fait référence dans le rapport où on dit qu'effectivement liberté d'installation est très conservateur. Oui, je voulais m'arrêter un tout petit peu. Je n'ai pas très bien compris, pourtant j'ai essayé vraiment de lire attentivement, comme je vous l'ai dit. En chirurgie dentaire, vous parlez d'assistants de type 2, c'est ça? Dans le rapport, franchement. Parce que Pascal connaît très bien là. Par rapport aux assistants dentaires tels qu'on les connaissait jusqu'à présent, qui n'avaient pas le même rôle, l'assistant dentaire de type 2 serait au chirurgien dentiste ce que l'assistant médical est au médecin, c'est-à-dire permettant de dégager du temps de chirurgien dentiste. Un nouveau type d'assistant. Qui serait payé par un peu comme des fonds publics. L'assistant 2. Non, mais c'est comme pour les médecins, ça, on augmente l'activité, on a une aide au départ. Et puis on voit bien dans la filière visuelle le rôle qui a été donné à l'orthoptiste, qui a permis de dégager du temps de médecin pour les ophtalmos. C'est un peu la même idée. Voilà, c'est toujours Franck, dégager du temps médical. Voilà, Franck, très court, parce qu'après, on va écouter Odile Peixoto sur ce que pensent les Français. Excellente étude. Absolument, comme d'habitude. Excellente. Oui, comme d'habitude, comme chaque mois. Très enrichissante.
très court sur la liberté d'installation. Si le président de la République lui-même Oui. a exprimé sa volonté de ne pas contraindre l'installation des médecins, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas par dogmatisme, c'est par pragmatisme. Quand on regarde ce qu'ont fait les Allemands, il y a un super article du quotidien du médecin d'il y a quelques mois où ils interviewent un de mes confrères allemands qui est professeur à Sciences Po et qui explique pourquoi et comment les Allemands ont pu organiser finalement et mailler le territoire. Et combien aujourd'hui, avec une démographie médicale qui est en berne, même outre-Rhin, c'est un peu plus difficile. Après, apprenons à regarder devant soi. Il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, le président de la République, Jacques Chirac, mettait en place le Haut Conseil de la réforme hospitalière. Dans les 30 ou 35 propositions, il y avait la volonté d'aller créer des communautés hospitalo-universitaires de territoire, c'est pour ça qu'il connaît et qui bien. s'appellent maintenant, et que j'appellerais moi, des communautés hospitalo-libérales de territoire. Parce qu'on vit trop en silo. Le professeur de Vulder de Lille. Quand on prend les GHT et le médecin qui bosse en établissement de santé, tous les établissements de santé privés sont assis sur un strapontin dans le GHT. On va avoir besoin de tout le monde et de toute profession. On crée, d'un mot de conclusion, on crée des CHU en veux-tu, en voilà, je vise personne, y compris... Vincent nous écoute, d'accord, qui est on avec crée nous. des CHU. Pour moi, le CHU, Orléans. ça doit rester un lieu d'excellence. D'accord, il ne faut pas aller créer ça partout. En revanche, aller universitariser nos territoires, c'est une nécessité. Alors, le vécu des Français. Il y avait un peu un petit conflit d'intérêts. Hein. C'était votre père, hein, c'est ça? Il y a 30 ans. C'est le plan Juppé. Plan Juppé. Le professeur de Vulder était impliqué dans le plan Juppé. Spécialiste de l'histoire. il faut le Alors, rappeler. Odile Peixoto, les Français, vis-à-vis... Tu donnes ton micro à Pascal. Voilà. Alors, pour démarrer, donc, comme d'habitude, la cote de confiance des Français envers le gouvernement en matière de santé. Bon, ce mois-ci, elle est à 26% d'opinion favorable, donc on va dire un résultat atone et au plus bas depuis le début de ce baromètre, c'est-à-dire depuis décembre 2017. On est à 26% d'opinion favorable. C'est assez stable quand même. C'est très stable depuis un an, ça ne bouge pas, mais c'est quand même assez bas. Donc sur les soins de premier recours, alors on a interrogé comme d'habitude 1002 Français ce mois-ci, entre le 28 et le 31 mai. On n'a jamais posé la question, on n'a jamais utilisé le terme soins de premier recours ou soins primaires parce qu'on savait bien que les Français n'étaient pas très au clair. Donc tous les résultats, quand je vais dire soins de premier recours, c'est au moins un soin parmi, donc on a listé le rendez-vous chez le généraliste, chez le spécialiste, le conseil du pharmacien, les soins dentaires, les séances de kiné, le soin infirmier, la séance avec un psy et les séances d'orthophonie qui sont la liste officielle des soins de premier recours. Donc on s'aperçoit déjà, la première question concernait les besoins. On leur demandait au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu vous-même ou quelqu'un de votre foyer besoin de rendez-vous chez le MG, 87%, rendez-vous chez le SPé, 71%, conseil d'un pharmacien, 55%, soins dentaires, 55%, kiné, 32%, soins infirmiers, 27%, séance avec le psy, 15%, et orthophonie, 7%. Ce qui fait qu'au total de tous ces soins primaires, on se retrouve avec 94% des Français qui ont eu besoin d'au moins un de ces soins, pour lui-même ou pour quelqu'un de son foyer. Sur 6 mois. 6 mois. Il y a un effet générationnel assez fort sur le psy. On voit que le 15% au total de la population passe à 23% chez les moins de 50 ans. Donc il y a vraiment, on voit bien là le besoin en santé mentale qui se fait jour. Voilà, plutôt chez les jeunes. Nous, on est sauvés, Pascal. Alors, ce qui fait quand même que sur l'ensemble de tous ces soins, il y a 10% de la population qui n'en a pas bénéficié. Ils avaient des besoins. Alors, on peut dire aussi, 10%, c'est peut-être élevé si ces soins de premier recours sont importants, bien sûr, en matière de santé, mais ça n'est que 10%. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus rendre... Le scénario n'est pas si noir que ça. Il y a sans doute beaucoup d'améliorations, parce que 10% qui n'ont pas pu bénéficier d'un soin primaire dont ils avaient besoin, c'est beaucoup. Alors, 5% parce que vraiment, ils n'ont pas trouvé de rendez-vous parmi ces 10%. 4% parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser par rapport à leur vie, par rapport à la disponibilité, par rapport à l'éloignement. Il y a plein de raisons. 4% qui n'ont pas trouvé le temps et 2% qui ont renoncé pour des raisons financières, parce qu'il y a une partie de reste à charge quand même sur certains soins. Sur ces 94%, 60% nous disent avoir eu des difficultés pour
pour obtenir ces soins. Donc ça n'est pas si simple. Et on va dire même 27% qui ont eu beaucoup de difficultés. Alors évidemment, ces pourcentages sont accrus, par exemple, en milieu rural. On voit qu'en milieu rural, on a 68% qui ont eu des difficultés et 34%, donc un tiers, beaucoup de difficultés. On voit néanmoins que quand on rentre dans le détail de chacun de ces soins primaires, on voit qu'on est toujours au maximum à 3% d'écart entre j'ai eu besoin, 87% ont eu besoin d'un médecin généraliste, 84% ont eu ce rendez-vous. Donc c'est pour ça, alors certes parfois un peu difficilement, mais voilà, il n'y a jamais que 3% maximum des Français, et même pour certains, vous voyez, pour le soin infirmier, c'est même 1 point entre l'écart entre le besoin et réellement eu. Voilà. Et les difficultés, vraiment, c'est sur les rendez-vous médicaux, ça a été évoqué, que ce soit avec le généraliste ou avec le spécialiste, et les soins dentaires. Voilà les choses qui posent le plus de difficultés. Donc, une situation certes perfectible, mais qui est peut-être quand même relativement confortable encore. On leur demandait également, puisqu'on voyait qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés, est-ce qu'ils avaient été aidés pour obtenir ces rendez-vous ou pour obtenir ces soins primaires. Donc on voit que 47% de ceux qui ont eu besoin de ces soins ont été aidés, et notamment par le médecin traitant. 32% disent oui, j'ai été aidé par mon médecin traitant, 53% n'ont reçu aucune aide. Et on voit que c'est surtout les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier, alors les jeunes ont besoin vraiment il faut prendre soin des jeunes. Ça c'est mon petit... Parce qu'on a plusieurs études de soins en santé mentale, mais aussi de soins primaires, les dents, l'état général. On a une jeunesse qui ne va pas si bien que ça. Et souvent, quand ils appellent pour un rendez-vous chez le spécialiste, ils ne sont pas dans les listes. C'est leur premier rendez-vous avec un dermato, avec n'importe quel autre spécialiste, et on ne les veut pas. Donc là, ils sont 69% des 18-24 ans à avoir été aidés par le médecin traitant, par rapport aux 47% de la moyenne. Et chez les 25-34, 56%. Donc un besoin vraiment de ne pas laisser tomber les jeunes face à ces soins primaires. On voit aussi qu'il y a une évolution très forte, puisque là, dans ce sondage, on a la prise de rendez-vous pour ces soins primaires via les plateformes, qui est à 52%, donc qui devance maintenant le téléphone, qui est à 44%. Alors, 2 petites questions pour terminer pour donner un peu de perspective. Ça a été dit tout à l'heure. On leur demandait si c'était par rapport à il y a 3 ans plus facile ou plus difficile d'avoir accès à ces soins de premier recours dont on venait de parler, là, toute la liste. Et 60% des Français disent que c'est plus difficile qu'il y a 3 ans. 40% disent que c'est plus facile. Donc, il y a bien aussi des bascules dans certains territoires, des inégalités territoriales, c'est sans doute ça le sujet. À noter quand même que c'est 25% des Français, c'est beaucoup plus difficile, notamment pour les femmes. Et il faut entendre aussi que c'est les femmes qui prennent rendez-vous pour elles, mais surtout pour leurs enfants, éventuellement leurs conjoints. Donc les femmes sont quand même souvent à la manœuvre sur cette organisation des soins. Le milieu rural, où les pourcentages sont plus forts, et puis la population plus âgée, les plus de 50 ans, qui ont plus de besoins. On leur demandait, pour terminer, on leur citait 4 scénarios, et on leur demandait quel est, selon vous, parmi ces 4 scénarios, le plus efficace pour améliorer rapidement la situation, c'est-à-dire avoir plus facilement des soins de premier recours, autre que d'augmenter le nombre de praticiens qui ne peut se faire tout de suite. On leur précisait bien. Donc on a enlevé cette démographie médicale. Donc il y avait l'orientation vers des centres de santé pluriprofessionnels, la meilleure coopération entre les professionnels, un vaste programme de prévention santé pour éviter un certain nombre de recours aux soins et une plateforme Internet avec une intelligence artificielle pour donner les premiers conseils de soins de premier recours. Donc on a 41% des Français qui souhaiteraient des centres de santé où tout est au même endroit, notamment les femmes, 45%, les plus âgés. Meilleure coopération entre les professionnels, donc on n'a pas cité les CTPS parce que les Français ne savent pas trop ce que c'est, mais on leur disait bien médecins, infirmiers, pharmaciens, etc. 33%, donc c'est quand même
plébiscité, et le vaste programme de prévention santé, 18%, et la plateforme Internet, avec l'intelligence artificielle, 8%. Et on voit bien là, dans tous ces chiffres, que la solution, ça n'est pas unique, n'est pas univoque. Il y a bien une complémentarité et une combinatoire optimisée de toutes ces solutions. Il y en a sans doute d'autres à faire émerger. Merci, Odile. Qui veut réagir? Vous allez réagir. Et puis, moi, j'ai une question sur les... Parce que ce que préconise la Cour des comptes, c'est les centres de santé hospitaliers. Vous nous en direz un mot. Allez-y. Justement, c'était mon angle d'attaque. En fait, je crois que la sémantique est importante. Et ce que les Français expriment là, parce que c'est un sujet sémantique extrêmement important, c'est pas qu'ils veulent des centres de santé. C'est qu'ils veulent des endroits en accès à la santé où il y a une organisation pluriprofessionnelle. Et l'objectif, en fait, des Français, c'est avoir une facilitation. Je parlais tout à l'heure de la lisibilité de nos dispositifs pour faciliter l'accès aux soins. Je crois que ce n'est pas le terme centre de santé qui convient, alors, mais David organisation en santé. Absolument, David, oui, mais ça c'est pour les spécialistes. Je dirais, bon, centre de santé, c'est des professionnels de santé salariés, c'est pour ça que ça définit très clairement. Et maison de santé pluriprofessionnelle, c'est des libéraux. Donc là, on parle de centre de santé au sens vulgaire du terme. Hein. Voilà, mais ça peut... a quand même son importance. Bien sûr, ça peut inclure une confusion. Et c'est d'ailleurs... Alors, parce que la Cour des comptes... Oui. Sur ces centres de santé hospitaliers. Voilà. Alors, la Cour des comptes préconise là des salariés... Si nécessaire. Voilà, si nécessaire, mais ça sera parfois nécessaire, vous le dites. Et je pense que c'est tout sauf une bonne idée. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas un ultra-libéral qui vous parle. Ah bon. C'est juste qu'il faut faire, et je le disais tout à l'heure, c'était mes propos introductifs, faisons déjà un état des lieux, des besoins, des ressources, et de la manière dont la population, finalement, s'organise pour accéder aux soins. À Marseille, François Crémieux, le patron de la PHM, a créé des centres de santé dans les quartiers nord, où il n'y avait pas de médecins libéraux, et a priori, ça marche bien. Il ne les a pas créés, il a racheté un centre de santé qui était en train de s'écrouler. Bon. Donc on verra dans quelques années si ça fonctionne. Sur mon territoire, puisque je suis un professionnel en activité... Vous êtes où? Moi, je suis dans le sud Mayenne. La seule chose qui s'est cassée la figure et qui a fermé, c'est le centre de santé public. Parce qu'il y a une organisation territoriale qui est telle, fluide, structurée, que ce centre de santé, en fait, avec le modèle économique qui est attaché à ça, ne fonctionne pas. Je ne suis pas contre les centres de santé. Je dis juste qu'il ne faut pas qu'il y ait un aspect territorial des CH ou CHU qui se font fi des organisations en place pour déstructurer les organisations qui sont déjà en place. Ou les collectivités territoriales, comme Saône-et-Loire. On le sait, mais c'est avec les libéraux. Avec chaque maire de sa commune qui voulait presque une maison de santé. Et on a vu les coquilles vides que ça a créé. Il faut se rapprocher des élus, il faut se rapprocher des patients, il faut structurer une offre et la rendre lisible. Alors, c'est ce que dit la Cour des comptes. Je vais vous laisser la parole. Oui, sur les centres de santé adossés à des hôpitaux, on n'en fait pas une règle. On dit que ça peut être un outil intéressant, notamment pour désengorger les urgences. On sait que les trois quarts des personnes qui se présentent aux urgences ne relèvent pas en réalité d'urgence. Et presque 20% sont des actes qualifiés de CCMU1, donc de la bobologie, ce qu'on appelle de la bobologie. Pour désengorger les services d'urgence, on peut aussi offrir une alternative qui soit des centres de santé donc adossés à des hôpitaux et qui permettrait d'accueillir ces patients qui ont un besoin d'accès aux soins de premier recours, et de désengorger, sans emboliser les services d'urgence. Donc c'est un peu ça. Mais encore une fois, la réponse, il n'y a pas de réponse univoque. Les réponses sont attachées au territoire et aux problématiques de chaque territoire. Donc ça, c'est important. Et s'il y a un message à retenir, c'est bien. Oui, mais faut-il encore que ça se passe, même sur un territoire qui est en déficit et où il y a des difficultés de premier recours, que les solutions soient proposées et organisées, oui. Parce que je voudrais juste ajouter un mot sur les centres de santé. L'enquête était très large, elle a couvert beaucoup de territoires, et on a constaté des différences, mais abyssales entre centres de santé, c'est-à-dire des centres de santé fonctionnant extrêmement bien, très couru, très fréquenté par les patients, avec des médecins qui n'arrêtaient pas, un nombre de patients, une file active de patients extrêmement importante, et qui répondait à un vrai besoin. Et à côté de ça, on a vu des centres de santé coûteux pour les finances publiques. Oui, ce que vous dites, parce que les centres de santé se plaignent qu'ils n'ont pas un modèle économique qui leur permet de vivre, mais vous dites qu'il y a des centres de santé.
Voilà, Non, c'est nous ça. ne sommes pas c'est d'accord. Il y a important. des centres Et de l'IGAS va santé, bientôt sortir un rapport. des centres de santé qui non seulement sont à l'équilibre, mais arrivent à dégager des excédents et qui fonctionnent très bien et qui rendent en plus un service extrêmement précieux aux patients. Et puis il y a des centres de santé un peu en déshérence, Oui. qui voient très peu de Il patients. faudra qu'on fouille ces questions, et- Pascal. Oui, ou non, je voulais pas couper Madame Amaillon. Non, mais pour vous dire que la situation, on ne peut pas parler de centres de santé. La situation Non. est très Oui, ce que contrastée l'on- au sein des c'est centres de intéressant santé. de voir un peu parce que là, on vit dans une période où les centres de santé sont en plus très critiqués, avec beaucoup de fraude, enfin, etc. Non, Vous l'avez mais noté aussi. oui, mais on parle pas de Oui, cela. enfin, non, mais il y a Non, ça aussi. Oui. Non, mais est-ce que c'est ça ce que vous Non. dites, vous Non. On n'a pas du tout Non. regardé ça sous l'angle Non. de la fraude. Enfin, Et- c'est peut-être pas la solution. Non, mais Bah, confondons c'est- pas centre de c'est santé. Non. une des réponses possibles. Il y a des territoires où, s'il n'y avait pas le centre de santé, on n'aurait rien, on n'aurait pas d'autre réponse, il n'y a pas d'alternative. J'entends qu'il y a des territoires où le centre de santé a dû fermer parce qu'il y avait une alternative, en l'occurrence offerte par les libéraux, c'est ce que vous venez de dire, monsieur. Mais encore une fois, laissons la liberté à chacun des acteurs territoriaux de trouver les réponses les plus adéquates compte tenu des spécificités du territoire. En tout Daniel cas, j'ai beaucoup Guilherme. aimé votre terme que vous employez. Il y a un désajustement entre offre et demande. Ça, j'ai trouvé que c'était très très joli. Daniel Guillaume. Et puis après, on passera la parole à Renaud Degas. Daniel Guillaume. Juste sur le désengorgement des files actives au niveau des services d'urgence. Je pense que l'augmentation de prérogatives, en tout cas au niveau de certaines professions, permettrait effectivement à des patients qui n'ont rien à faire au service d'urgence d'avoir une réponse sur le terrain. Je vais vous prendre un exemple. On va avoir des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents. Vieillissement de la population, vous allez avoir des personnes âgées qui vont être de plus en plus déshydratées à domicile. La réhydratation, c'est une perfusion qu'on peut passer en sous-cutané ou sur voie centrale, mais généralement en sous-cutané. C'est un acte qui est relativement anodin, qui ne présente pas en fait de danger extraordinaire. Vous avez aujourd'hui des patients âgés qui sont envoyés dans les services d'urgence parce qu'il n'y a pas de médecin sur le territoire, qui passent des heures sur un brancard dans ces services pour recevoir une perfusion dans le service et rentrer chez eux, souvent avec des escarres. Ça s'appelle de la maltraitance. Ça s'appelle juste de la maltraitance. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est des consultations infirmières périmétrées. On ne veut pas jouer au docteur. Évidemment qu'on ne sera pas médecin et on ne le revendique pas. On demande des consultations périmétrées pour pouvoir justement répondre problème par problème à certaines situations dans lesquelles on peut effectivement éviter ce genre de situation. Dans les EHPAD en particulier. Dans les EHPAD en particulier et auprès de la population âgée. Nous, très clairement, 98% de notre activité est à domicile. Aujourd'hui, une part importante des patients qu'on prend en charge, ce sont des patients chroniques, âgés, dépendants, ce qui explique à peu près les 27% du sondage tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas en fait un éventail de profils de population aussi large que les kinés, par exemple. Mais par contre, c'est 854 millions d'actes par an. D'accord. 850 millions d'actes par an. Franck de Vulder, un mot avant de passer la parole à un mot. 2 mots. 2 mots. 2 mots. Et oui, 2 mots. Le premier sur les centres de santé. Si, madame, ce dont vous parlez, ce sont les maisons médicales de garde attenant aux centres hospitaliers, attenant aux services d'urgence, effectivement, pour désengorger les urgences, mais ce ne sont pas des centres de santé, j'y suis complètement Mais favorable. c'est pas que ça. C'est En pas que revanche, ça. Non, c'est pas que je sais ça. bien que c'est ouais, pas que ouais, ça. ouais. En revanche, l'accent qui est mis sur les centres de santé, c'est-à-dire une médecine salaire, médecine de ville, même si je vous l'accorde, il y a une certaine hétérogénéité, mais relisons ensemble le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, la patientèle moyenne, c'est le cas entre autres en Saône-et-Loire, est plus de 3 fois moindre que la patientèle moyenne d'un médecin généraliste libéral en France. Posons-nous ces questions-là. Mettons au cœur de notre réflexion l'attractivité vers la médecine libérale, parce que la médecine libérale, c'est 8 consultations sur 10. Je ne suis pas en train de dire du mal des autres, c'est 8 consultations sur 10. Et puis un mot positif... Mais un peu rapide que de temps en temps les- les consultations. Pardon ? Peut-être un peu rapide de temps en temps les Faux, consultations. mais faux. La durée moyenne de consultation en France, c'est 18 minutes. En Angleterre, c'est 7 minutes. Traversons Non, la bah, Manche ensemble et allons Les voir. Anglais, on leur parle Et- plus maintenant, de toute façon. Oui, mais, Avec le Frexit. mais on est dans une organisation... Alors, il faut qu'on avance. Vous vouliez réagir et madame juste un mot, Oui. juste un mot positif, c'est que finalement, on voit bien que la situation est tendue, mais quand on cherche, on trouve, si j'ai bien compris votre enquête, parce que finalement, Oui. même si c'est un peu difficile, il reste que 3 à 4% de nos concitoyens qui ont des difficultés, en particulier avec un accent qui est mis chez les jeunes. J'ai presque envie de dire, sauf s'ils ont un médecin
généraliste traitant qui va pouvoir les orienter, qui vers un médecin spécialiste, vers un infirmier, finalement qui facilite l'accès aux soins. Et je ferai ce parallélisme juste pour conclure avec les no-shows, les rendez-vous non honorés, les lapins finalement qui ont intéressé le gouvernement au plus haut niveau. On est à peu près dans le même pourcentage et ça touche principalement cette population de jeunes. Et donc travaillons sur ces deux éléments. Ah, les jeunes alors. Ah, les jeunes. Alors, Renaud Degas, le contrepoint de Renaud Degas. Oui, alors merci pour le débat, mais on voit que année après année, vous êtes tous engagés dans le système de santé depuis des années, vous voyez très bien que les solutions sont évoquées régulièrement, on voit que ça progresse, effectivement, mais vous êtes aussi régulièrement auditionnés par les élus de la République, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Je voulais vous interroger sur votre conscience de l'urgence. Contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur de Vulder, quand on regarde au niveau territorial, il y a certains territoires qui, sur la santé comme sur d'autres sujets, en général, c'est assez diffusé. Il y a un sentiment d'abandon, un sentiment d'être perdu dans un système qui change et dans lequel ces territoires, on trouve aussi des personnes âgées qui, quand ils n'ont plus leur médecin traitant parce qu'ils partent à la retraite et que le rendez-vous, ils l'ont, mais à une demi-heure, à 3/4 d'heure. Donc cette question d'urgence d'organisation des territoires à un niveau plus fin, comme le souligne la Cour des comptes, est-ce que les acteurs aujourd'hui en ont conscience et ont conscience que la pression sur les élus devient de plus en plus forte et qu'au final, en prenant de son temps, tranquillement, en mettant un petit peu de coordination, je souligne exprès, mais c'est assez lent, 5 à 7 ans, je comprends les raisons des 5 à 7 ans, mais est-ce que vous pensez que la population et le mur qui arrive, que vous avez décrit, peut attendre 5 à 7 ans aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas se retrouver dans 1 an, 2 ans, une élection qui balaye tout ça, avec des obligations, avec un service public dans les territoires où vous n'aurez plus le choix? Est-ce que ce danger-là, ou en tout cas cette urgence-là, vous en avez conscience? Alors, parce que sur certains territoires, c'est pas cool du tout. On a compris, non, bonne question. Non, mais... Est-ce que vous avez conscience de l'urgence? Alors, un petit tour de thérapie, et puis madame aussi. Philippe et moi, on ne peut pas attendre 5 à 7 ans. Non. Pour la santé mentale, non. Surtout Philippe. Cette conscience, on l'a. On a publié, nous, une lettre ouverte au président de la République. Il vous a provoqué, là. Une lettre ouverte au président de la République il y a 2 ans. On a réitéré cette année. L'intégralité de la PQR, en fait, on a arrosé donc tous les élus territoriaux en mettant en exergue le problème notamment du grand âge. Parce que le vieillissement, en fait, dans la transition épidémiologique, pèse pour beaucoup. Non, mais la question, c'est est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous accélérez quand même? Parce que dire les pouvoirs publics... Nous, on accélère, on fait ce qu'on peut. Après, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas nous qui écrivons les lois. On peut éventuellement les amender. On peut faire pression sur le gouvernement, on peut faire pression sur les élus, sur le ministère. Mais au final, ce sont les services centraux qui Mais là, au niveau de décident. l'infirmier, quand même, ça bouge quand même. Ah bah ça bouge, mais je peux vous assurer... Ou pas, alors ça bouge plutôt positivement. Alors maintenant, on attend que les promesses soient tenues. On a un calendrier qui est posé. On a des annonces qui ont été faites. Donc pour l'instant, pour nous, en tout cas pour ce qui nous concerne, ça va plutôt dans le bon sens. Mais bon, c'est on attend de voir. Aider un peu les IPA quand même, ça m'a un peu... Très rapidement. Aider un peu les Non mais attendez, je voudrais régler ce problème des IPA. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on commence à prendre conscience que le totem de la pratique avancée ne va pas régler le problème. On a eu une totémisation de la pratique avancée ces dernières années. On s'est dit ça va tout régler. Et là, on se rend compte aujourd'hui que ça va pas tout régler. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors très rapidement, parce qu'on a dépassé notre temps de parole, comme on pourrait dire. Alors tout le monde parlera en conclusion. Allez-y. Promis très rapidement, 5-7 ans, c'est extrêmement rapide. Faut pas qu'on ait là, vous nous inquiétez, là. Mais franchement, il ne faut pas qu'on ait une vision court-termiste sur ces sujets de santé. On est dans une évolution majeure. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Depuis plusieurs années d'un virage domiciliaire. On n'a pas le courage politique de le prendre. On a des dépenses qui sont à l'ONDAM, je vous fais court, 48% dépenses hospitalières, le reste. En fait, il faut qu'on ait le courage politique de ce virage domiciliaire. Et le vrai courage politique, et je terminerai par là, ayons le courage du virage préventif. Les CPTS et la prévention, ça prend encore plus de temps par an et par patient. Oui, 50 centimes par an et par patient dans une CPTS pour faire de la prévention. D'accord. Franck de Vulder, est-ce que vous avez conscience de l'urgence de la situation ? Oui, on a conscience des situations, évidemment. Et vous êtes prêt à bouger, vous mobiliser ? Mais ce n'est pas vous êtes prêt à bouger. Nous bougeons tous les jours.
Souvenons-nous de la boîte à outils qu'avait mis sur la table François Braun. Souvenons-nous du CNR Santé. Elle est où la boîte à outils? Allons vers une politique du aller vers. Vous parliez des personnes âgées dans les villages. Eh ben, aidons les médecins à aller les voir ou aidons ces personnes âgées à aller rejoindre le médecin. On transporte nos enfants dans des bus scolaires pour aller à l'école, y compris dans ces villages. Eh ben, nos personnes les plus âgées et parfois moins mobiles, on ne les transporte pas vers le cabinet médical. C'est ce qu'avait annoncé... Et c'est aux communautés de communes peut-être de s'organiser sur ce plan. Agnès Firmin-Lebaudot avait mis des bus en route. Ils sont partis pour aller dans les villages. Mais il y a un an. Mais allons-y. Alors, madame, en conclusion, c'est à vous la parole. Est-ce que vous avez un sentiment d'urgence? Enfin, je rejoins ce que mon voisin de gauche vient de dire. C'est-à-dire qu'on est sur des politiques de long terme et tout ça ne peut se faire que avec un horizon de temps un peu long. En revanche, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'on n'insiste pas suffisamment dans ce pays, on ne consacre pas suffisamment de moyens dans ce pays à la prévention. Et plus la prévention sera étendue, bien faite, plus on y consacrera de moyens et moins on aura de difficultés, en tout cas telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Et la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, est quand même un peu le parent pauvre de la politique de santé en France. Et ça ne date pas d'hier. On aurait pu faire le même constat il y a 30 ans. Donc ça, c'est un pan de réponse qui est important. Le deuxième, c'est qu'à l'horizon 2035, la courbe démographique des généralistes va s'inverser. Et on aura de nouveau suffisamment, normalement, de médecins généralistes, alors qu'aujourd'hui, on a perdu 7000 généralistes en 10 ans. On est passé de 69 000 à 62 000, quelque chose comme ça. Donc la courbe va s'inverser en 2035, donc la situation devrait être moins tendue. Mais je pense qu'il y aura un problème de structure de la demande de soins. Pourquoi? Ça a été dit, parce que la population vieillit et que, à toute chose égale par ailleurs, la seule structure démographique de la population française, c'est-à-dire le vieillissement de la population française, le nombre de personnes qui seront atteintes de 80 ans et plus d'ici 2035, va sans doute modifier le type de demande de soins à laquelle il faudra répondre. Ça modifiera les coûts aussi pour la sécurité sociale. On a fait le calcul que, à toute chose égale par ailleurs, en 2030, on aura, du fait seulement du vieillissement de la population, 13 milliards d'euros de plus de coûts pour la santé. Et à l'horizon 2040, 27 milliards. Toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, mais la Cour des comptes s'intéresse aux chiffres, il y a derrière des profils de patients et des besoins qui vont aussi évoluer. Donc il faut, je pense, intégrer ça aussi dans la réflexion. Ce n'est pas seulement une réflexion quantitative sur les soins de premier recours, mais c'est une réflexion de la nature, qualitative. De l'épidémiologie des maladies, exactement. Bien sûr. Exactement. Alors merci madame, merci messieurs, on doit conclure, mais attends 2 secondes pour faire ta citation. Dire qu'on prend rendez-vous pour 2035, donc notez bien. Moi, 2040. 4 juin 2035, nous serons là. Philippe aussi. Parce que la Cour des comptes a sorti un autre rapport sur la sécurité sociale la semaine dernière, où la situation financière, alors le président Pierre Moscovici a dit que c'était pas du tout contrôlé, et la branche maladie en 2023 a vu son déficit augmenter de 4 milliards pour être à 10,8 et en 2027 il reste à 10 ou 11 milliards de déficit. Donc il y a une situation financière qui est quand même qui est très, très préoccupante. Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale l'a aussi dit la semaine dernière. Donc la situation, l'urgence est importante. Alors merci Pascal, merci Renaud, merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus, à LDC Santé. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision, Equerre et Pascal. La semaine avant fin juin, notre débat peut-être. Oui, non, mais c'est surtout la semaine prochaine, en fin de semaine, votez bien. Oui. Je voudrais donner un petit conseil. 9 juin, un seul tour, un seul jour. Je voudrais donner un petit conseil à Franck de Wilder. Je peux, là? Oui, rapidement. Ce que l'on ne peut éviter, il faut le vouloir. Machiavel, pour cet après-midi. D'accord? Merci beaucoup.